sorbe seclum, in favilla, teste David cum Sibylla. Quantus tremulestus spurus, quando iudex ex venturus, cunctas victe discussurus. Dies illa, sorbe seclum, in favilla, teste David cum Sibylla. Quantus tremores futurus, quando iudex est venturus, cunctas ficte discussurus. Quantus tremores futurus, dies illa, quantus tremores futurus, dies illa, quantus tremores futurus, quando iudex est venturus, cunctas ficte discussurus, cunctas ficte discussurus, cunctas ficte discussurus. Le testament politique d'Olympe de Gouges. Texte écrit le 4 juin 1793, an 2 de la République française, par Olympe de Gouges, auteur né en 1748 et morte guillotinée le 3 novembre 1793. Reconnue posthume pionnière des luttes du féminisme français, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui laissa de nombreux écrits en faveur des droits civiques et politiques des femmes et de l'abolition de l'esclavage. Livre audio enregistré en décembre 2017 par Stefano Francobora alias Chagance pour le libre partage et la diffusion des cultures du monde. Testament politique. Ô divine Providence, toi qui dirigeas toujours mes actions, je n'invoque que toi seul. Les hommes ne sont plus en état de m'entendre. Dispose de mes jours, accélère-en le terme. Mes yeux fatigués du douloureux spectacle de leurs dissensions, de leurs trames criminelles, n'en peuvent plus soutenir l'horreur. Si je dois périr par le fer des contre-révolutionnaires de tous les partis, inspire-moi dans mes derniers moments et donne-moi le courage et la force de confondre les méchants et de servir encore une fois, si je le puis, mon pays avant mon heure suprême. Toi qui prépares de loin les révolutions et frappes les tyrans, toi dont l'œil scrutateur pénètre jusque dans les consciences les plus ténébreuses, le crime est à son comble, dévoile ce long mystère d'iniquité, frappe, il est temps, ou si pour arriver jusqu'au jour de tes terribles vengeances, il te faut le sang pur et sans tache de quelque victime innocente, ajoute à cette grande proscription celui d'une femme. Tu sais si j'ai recherché une mort glorieuse, contente d'avoir servi, la première, la cause du peuple, d'avoir sacrifié ma fortune au triomphe de la liberté, d'avoir enfin donné, dans mon fils, un vrai défenseur de la patrie. Je ne cherchais que la retraite la plus obscure, la chaumière du philosophe, digne et douce récompense de ses vertus. Voyant mes écrits, mes efforts impuissants pour rappeler les hommes à la plus douce des morales, à cette touchante fraternité qui pouvait seule sauver la patrie, je pleurois dans le silence, un fils qui avoit versé son sang pour elle sur les frontières et qui, par un de ces miracles dont toi seul, ô Providence, dirige les bienfaits, m'a été rendu. Arraché de dessous les cadavres et les chevaux de l'ennemi, ce fils croyait dans l'armée française, sacrifié à son bouillant civisme. Porté par les mourants à un hôpital, effacé en un mot de la liste des vivants, dépouillé par l'ennemi de son équipage, vole à Paris pour y chercher sa mère et demander de nouveau de l'emploi. J'avais fui la capitale, je ne cherchais qu'à vivre inconnu dans la province où j'allais me fixer. J'apprends que le ciel m'a rendu mon fils, qu'il est à Paris, et une destinée qu'en vain je voudrais entraver me ramène dans les murs de la capitale, où m'attend sans doute une fin digne de ma persévérance et de mes longs travaux. J'apprends que mon fils est reparti de Paris et que c'est aux membres qui composent la montagne de la Convention nationale qu'il doit un nouveau degré de confiance que son génie militaire lui avait mérité, mais qu'on pouvait refuser à sa jeunesse.
Je sais que passant pour modérés envers eux et penchant fortement pour les principes de la Gironde, ils n'ont pas fait rejaillir sur le fils l'éloignement qu'ils ont pour la mère. Je devois à leur intégrité cet acte de justice publique, je dis plus, toute ma reconnaissance, et voici comme je vais la leur manifester. Mon fils, la fortune du monde entier, l'univers asservi à mes pieds, les poignards de tous les assassins enlevés sur ma tête, rien ne pourra éteindre cet amour civique qui brûle dans mon âme. Rien ne pourra me faire trahir ma conscience. Homme égaré par des passions délirantes, qu'avez-vous fait et quels mots incalculables n'avez-vous pas amassés sur Paris, sur la France entière? Vous avez hasardé le tout pour le tout, dit-on. Vous vous êtes flatté que, pour sauver la chose publique, il ne s'agit soit que d'une grande proscription, que les départements, pénétrés de terreur, adopteraient aveuglément ces horribles mesures. Si vous ne vous êtes point trompé, si 32 victimes peuvent éteindre les haines et les passions, si elles peuvent faire déclarer par les puissances étrangères la République indépendante et détruire l'armée des contre-révolutionnaires, hâtez-vous de faire couler leur sang sur les échafauds. Je vous offre une victime de plus. Vous cherchez le premier coupable? C'est moi, frappé. C'est moi qui, dans ma défense officieuse pour Louis Capet, ai prêché, en vraie républicaine, la clémence des vainqueurs pour un tyran détrôné. C'est moi qui ai donné l'idée de l'appel au peuple. C'est moi, enfin, qui voulois, par cette grande mesure, briser tous les sceptres, régénérer les peuples et tarir les ruisseaux de sang qui coulent depuis cette époque pour cette cause. Voilà mon crime. Français, il est temps de l'expier au milieu des bourreaux. Mais si, par un dernier effort, je puis encore sauver la chose publique, je veux que même en m'immolant à leur fureur, mes sacrificateurs envient mon sort. Et si les Françaises un jour sont désignées à la postérité, peut-être ma mémoire lui sera-t-elle chère. J'ai tout prévu, je sais que ma mort est inévitable, mais qu'il est glorieux, qu'il est beau pour une âme bien née, quand une mort ignominieuse menace tous les bons citoyens, de mourir pour la patrie expirante. Je n'accuse directement personne, mais enfin, que ferez-vous, que deviendrez-vous, homme de sang, si les départements s'élèvent contre Paris et s'arment pour la défense des dépôts sacrés qu'ils vous ont confiés dans la personne de leur mandataire? Vous exaspérez le peuple, qui dans son aveuglement ira les immoler à satisfaire à votre vengeance. Mais échapperez-vous, après ce crime, à ce peuple revenu de son égarement, à ce retour de l'opinion publique sur laquelle vous avez échafaudé vos criminelles espérances? Non, je crois le voir, ce peuple, tel qu'on nous peint l'être suprême au jugement dernier, terrible dans sa justice, vous demandez compte du sang que vous lui aurez fait verser et du péril éminent où vos fureurs l'auront entraîné. Ah, s'il en est temps encore, homme égaré, car je ne puis m'adresser qu'à ceux qui n'ont que la tête perdue. Mettez un frein à vos haines et à vos vengeances. Pour ces âmes abjectes vendues aux puissances étrangères et qui, la torche et le fer à la main, prêchant le républicanisme, nous conduisent évidemment au plus horrible esclavage, leur supplice un jour égalera leur forfait. C'est donc à vous, dis-je, citoyens égarés, d'ouvrir les yeux sur la ruine prochaine de votre malheureuse patrie, d'arrêter ces torrents destructeurs débordés de toutes parts vers cette cité. Et vous, représentants de la nation, qui pour sauver la chose publique de Paris n'avez point, par cette mesure, sauvé celle de la France entière. Vous avez sacrifié 32 de vos dignes collègues à des haines personnelles, qui bientôt vous demanderont des actes d'accusation, sans pouvoir citer un seul fait contre les accusés. Savez-vous ce qu'il vous reste à faire, si persuadés de leur innocence, un crime plus inique peut vous forcer à rendre ces affreux décrets contre votre conscience, surpasser, s'il se peut, les Romains en courage et en vertu? Rappelez ces victimes dans votre sein et présentez vos têtes au peuple. Revêtus de la souveraineté nationale, quels coups pourront aller jusqu'à vous? Et si, par un de ces forfaits inconnus au monde, les furieux parvenoient à se faire un passage sur les corps mourants des bons citoyens qui s'armeront pour vous défendre, mourrez du moins dignes de nos justes regrets et de l'admiration de la postérité. Et vous, victimes du plus noir des forfaits, dignes de la première liberté de Rome après l'exil des Tarquins, qui pourra se retracer votre fermeté, votre soumission aux lois, sans vous placer aux côtés des Brutus, des Catons, etc., etc. Je vois la postérité s'arrêter sur ces pages de l'histoire où vos noms seront tracés,
et verser des larmes d'admiration quand elle apprendra que, transporté de cet héroïsme républicain au milieu de la terreur et des menaces, vous avez volé à l'envi à la tribune pour offrir votre tête au peuple et faire le sacrifice d'une vie sans tache à la chose publique. Combien je me sens aussi transporté de ce même héroïsme qui épure le courage et fait pâlir les assassins. Oui, tout m'annonce que c'est dans la même mort qui vous attend que je trouverai la récompense de mes vertus civiques. Combien je m'enorgueillis de prendre votre défense et de mourir comme vous en vraie républicaine. Vous que la France réclame, sur lesquels la majorité des citoyens de Paris gémit, et qu'aucun d'eux n'ose défendre, recevez cette preuve de mon courage et de l'estime que j'ai vouée à tous les hommes que je crois vertueux. Mais puisque je suis assez heureuse, avant ma mort, pour me faire connaître à mes concitoyens, je vais un peu de mots leur rendre un compte exact de ma conduite et de ma fortune, que les intrigants qui dilapident si effrontément les trésors de la République donnent, comme moi, un tableau exact de leurs actifs et de leurs passifs, et alors le peuple verra clair et saura distinguer ses vrais amis de ses ennemis. En 1788, je possédais encore 50 000 livres que j'avais placés dans une maison connue et un mobilier d'environ 30 000 livres. Il me reste en tout 15 000 ou 16 000 livres au plus. On trouvera chez Momet, notaire, mon contrat de remboursement et le compte exact de 40 000 livres que j'ai dépensés pour la cause populaire. Mes dons dans le grand hiver, mes écrits qui répandèrent toute la bienfaisance qui s'opéra alors, mes projets d'ateliers publics pour les ouvriers, mes impôts volontaires, mes dons patriotiques. Mon nom étranger au livre des pensions, aux listes civiles, ma droiture, mon désintéressement, enfin les preuves les plus exactes chez les notaires, dans les procès-verbaux et dans les papiers publics depuis 1788. Tout apprendra à mes concitoyens que si je n'ai pas cherché la gloire ni les récompenses, ma conduite n'en fut que plus pure et plus éclatante. En vain les intrigants m'accuseront-ils d'être d'intelligence avec ceux qu'ils appellent girondistes? Ils savent trop que je n'ai aucun rapport public ni particulier avec aucun, si ce n'est la conformité des bons principes. C'est la vérité, et si le Dieu des consciences, tel que je me le figure, est le seul Dieu que les hommes doivent adorer, je verrai un jour cette vérité triompher de l'imposture. Ou si je suis privé de cette jouissance, mes concitoyens, après moi, me rendront justice. Et jamais il n'entrera dans ma tête que les hommes qu'on a voulu envelopper dans une affreuse proscription fussent les complices des tyrans couronnés, eux qui périront les premiers sur l'échafaud si ces tyrans l'emportaient sur nos efforts républicains. Mais ils ont des talents, des vertus et du caractère, voilà leur crime. Qu'on m'en prouve d'autres, et je serai la première à faire leur procès. Hélas, à peine je peux concevoir ce que je vois après ce que j'ai entendu. Oui, j'ai entendu des hommes semblables à cet odieux Dumouriez combattre mon républicanisme, me dire qu'il est toi impossible qu'il se soutient en France, qu'un roi, un protecteur, un maître en un mot, est toi indispensable à la turbulence française. Et je vois ces mêmes hommes acharnés à traiter de factieux les sages de la République. Comment est-il possible de prêcher avec véhémence ce qu'on ne pense pas? Comment peut-on avec autant d'audace tromper le peuple et mettre sur le compte d'autrui les résultats de ses propres crimes? Si ces hommes dominent, c'en est fait de la liberté et de l'égalité. La tyrannie s'avance à pas de géant par nos dissensions. Citoyens, vous pouvez me donner la mort, mais vous vous rappellerez malgré vous mes prédictions et mes vertus civiques. Il est temps de faire l'énumération de mes legs qui ne seront peut-être pas indifférents à la société et dans lesquels je me permettrai un peu de cette gaieté que j'ai toujours mise dans tout ce qui me concerne. Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes, ils en ont besoin. Mon âme aux femmes, je ne leur fais pas un don indifférent. Mon génie créateur aux auteurs dramatiques, il ne leur sera pas inutile, surtout ma logique théâtrale aux fameux Chénier. Mon désintéressement aux ambitieux, ma philosophie aux persécutés, mon esprit aux fanatiques. Ma religion aux athées, ma gaieté franche aux femmes sur le retour, et tous les pauvres débris qui me restent d'une fortune honnête à mon héritier naturel, à mon fils, s'il me survit. Quant à mes pièces de théâtre, en manuscrit, on en trouvera quelques centaines. Je les donne à la Comédie Française.
Si par son art magique et sublime, elle croit après ma mort mes productions dignes de figurer sur son théâtre, c'est assez lui prouver que je rends justice à son talent inimitable. J'aurais voulu, avant ma mort, laisser un extrait d'une vie bien intéressante par la bizarrerie de mon étoile depuis ma naissance, mais si le sort a destiné à mes jours une fin prompte et glorieuse, je laisserai à deviner aux hommes sensibles, si l'on est encore, ce que peut avoir éprouvé une victime du fanatisme, qui avait des droits à la fortune et au nom d'un père célèbre. Français, voici mes dernières paroles. Écoutez-moi dans cet écrit et descendez dans le fond de votre cœur. Y reconnaissez-vous les vertus sévères et le désintéressement des républicains? Répondez, qui de vous ou de moi chérit et sert le mieux la patrie? Vous êtes presque tous de mauvaise foi, vous ne voulez ni la liberté ni la parfaite égalité. L'ambition vous dévore, et ce vautour qui vous ronge et vous déchire sans relâche vous porte au comble de tous les excès. Peuple aimable, devenu trop vieux, ton règne est passé si tu ne l'arrêtes sur le bord de l'abîme. Jamais tu ne fus plus grand, plus sublime que dans le calme majestueux que tu sus garder au milieu des orages sanguinaires, dont les agitateurs viennent de t'environner. Rappelle-toi qu'on peut te rendre les mêmes pièges, et si tu peux conserver ce calme et cette auguste surveillance, tu sauves Paris, la France entière et le gouvernement républicain. C'est toi, Danton, que je choisis pour le défenseur des principes que j'ai développés à la hâte et avec abondance de cœur dans cet écrit. Quoique nous différions dans la manière de manifester notre opinion, je ne te rends pas moins la justice qui t'est due, et je suis persuadé que tu me la rends aussi. J'en appelle à ton profond discernement, à ton grand caractère. Juge-moi. Je ne placarderai pas mon testament, je n'incendierai pas le peuple de Paris ni les départements, je l'adresse directement et avec fermeté aux Jacobins, aux départements, à la commune, aux sections de Paris où se trouve la majorité saine des bons citoyens qui, quels que soient les efforts des méchants, sauvera la chose publique. Signé Olympe de Gouges, ce 4 juin 1793, l'an 2e de la République française. Sorbe seclum in favilla, teste David cum Sibilla. Quantus tremores futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus. Quantus tremores futurus, dies illa, quantus tremores futurus, dies illa, quantus tremores